Ariane Bilran, bonjour et bienvenue dans Vers une parentalité bienveillante. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Ariane Bilran, vous êtes une ancienne élève de l'École normale supérieure avec un triple parcours de lettres classiques, de philosophie et de psychologie, si je ne me trompe. Oui, c'est exact. Docteur en psychopathologie, ancienne chargée de cours universitaires, vous avez publié plus d'une vingtaine de livres et autant d'articles sur le thème de la psychologie du pouvoir et de ses déviances, manipulation, harcèlement, autorité, reprise de son pouvoir personnel, analysant le totalitarisme sous l'angle de la paranoïa avec un double regard de philosophe et de psychologue. Votre approche de la psychologie n'est pas segmentée puisque par votre formation et votre expérience, vous êtes spécialisé dans l'enfance, l'adulte, la famille et l'entreprise. Après plus de 10 ans de conseil et d'audit dans les entreprises, au travers notamment d'enquêtes sur des plaintes de harcèlement, vous poursuivez votre travail de consultation clinique partout dans le monde via Internet et vous donnez des conférences et des séminaires en France, au Canada et en Amérique du Sud sur ces questions. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de votre livre intitulé « L'imposture des droits sexuels » ou « La loi du pédophile au service du totalitarisme mondial », un essai paru en 2017 et qui en est en 2020 à sa 4e édition. Alors j'ai envie de commencer tout simplement en lisant un passage de votre livre. Par définition, l'enfant n'est pas responsable ni consentant, donc pas mûr pour prendre des décisions en matière de sexualité, d'autant qu'il n'a acquis aucune maturité sexuelle et que toute exposition à la sexualité des adultes est une effraction psychique pour l'enfant. Dites-nous, Ariane Bilran, comment ce livre a-t-il vu le jour ? Alors, en fait, pour la petite histoire, une collègue psychologue m'envoie un jour, je crois que c'était en octobre 2016, une vidéo de Marion Sigaud, que beaucoup de gens connaissent, voilà, sur la question des droits sexuels de l'enfant. Et elle me demande si je peux creuser un petit peu ce point, parce que ça l'interpelle beaucoup. Et donc, je ne pensais pas du tout trouver tout ce que j'ai trouvé. J'ai commencé à creuser et comme je suis quelqu'un du texte, je suis allée tout simplement lire les textes internationaux sur le sujet, notamment deux textes, on va dire, principes ou références. La Déclaration des droits sexuels du planning familial international, reprise par l'OMS, et un autre texte, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, également promu et sponsorisé par l'Organisation mondiale de la santé. Et ce que j'y ai trouvé est assez effrayant. Donc j'ai fait une analyse, je dirais virgule après virgule, de ces textes qui sont extrêmement pervers. On y reviendra sans doute. Et ensuite, j'ai découvert donc dans le même temps tout le travail absolument fantastique de la professeure américaine Judith Reisman, qui dévoile et met en évidence toutes les ramifications depuis des décennies de la question de la sexualisation de l'enfant portée par les lobbies pro-pédophiles qui ont infiltré à peu près beaucoup d'instances de pouvoir et d'institutions. Et comment ce projet d'idéologie pédophile est infusé et perfusé dans la population avec des pseudo-théories scientifiques. Donc elle remonte, et on en parlera certainement, à la racine. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours et ma formation, j'aime bien aussi remonter à la racine des choses, c'est-à-dire d'où ça vient, qui promeut, qui finance. Je pense qu'une fois qu'on a déjà ces trois réponses, on a une idée un petit peu plus claire de ce que ça donne. D'où vient l'éducation à la sexualité, qui a inventé le terme, d'où vient même le terme droit sexuel et qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, alors, et ensuite, j'ai commencé à mettre mon nez sur ce qui est commencé ce qui était déjà en cours en France, encore une fois, sur, par exemple, ce que promeut le ministère de la Santé,
parce que en fait ça passe par le ministère de la Santé et pas par le ministère de l'Éducation nationale. C'est très important parce que tout le monde a commencé à vouloir regarder des programmes de l'Éducation nationale. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est aussi un fonctionnement assez pervers dans lequel je pense beaucoup de gens sont instrumentalisés. Ça passe par le ministère de la Santé, c'est insufflé par l'OMS, ça passe par le ministère de la Santé, c'est le ministère de la Santé qui pénètre au travers de partenariats dans, par exemple, les écoles, mais également toutes les structures socialisantes de l'enfant. Voilà, donc c'est très compliqué justement, tant qu'on n'étudie pas en profondeur les ramifications, c'est très compliqué de comprendre comment ça marche. Et effectivement, en apparence, ça a l'air très très bien, hein, parce que comme toujours, tout ce qu'on va nous vendre pour notre bien a l'air extrêmement bien. Hein, cette question de la protection des enfants, normalement tout le monde est d'accord. Sauf que là, ça n'est pas de la protection des enfants, c'est de l'exposition des enfants à la sexualité dès le plus jeune âge, avec une sexualisation des enfants, des projections d'adultes sur les enfants, notamment par exemple le consentement sexuel. C'est un truc dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Voilà, on va former les enfants au consentement sexuel. La sexualité est une matière à part entière et on n'est pas du tout dans la prévention. Je vais rajouter une petite chose, c'est que il y a, alors dans mes études, ce qui m'intéresse d'étudier dans le totalitarisme, c'est notamment le langage pervers, c'est-à-dire les paradoxes dans le langage qui fait qu'à un moment donné, on est en incapacité de penser quelque chose et par le détournement ou le langage vicié, on en est amené aussi à créer des actes et à avoir des actes qui sont maltraitants. Et par exemple, le droit sexuel, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le droit, sur le plan juridique, sur le plan de la loi, c'est fait pour contenir et limiter nos pulsions, pour qu'on puisse vivre ensemble. Ça n'est pas fait pour encourager une pulsion, par exemple. C'est quelque chose qui ne veut rien dire. Enfin, c'est le droit des abuseurs, le droit sexuel. L'éducation à la sexualité, c'est pareil. On éduque pour contenir les pulsions et faire en sorte que l'enfant apprenne à ne pas faire tout ce qu'il veut tout de suite comme il veut. Et on n'éduque pas à une pulsion. Et donc tout ça démontre un langage extrêmement pervers avec une confusion très perverse entre l'enfant et l'adulte, hein, puisque l'enfant est considéré comme un mini-adulte en devenir, hein, qui aurait une sexualité. Alors tout ça n'a aucun fondement scientifique, ou plutôt le fondement scientifique remonte à Kinsey, et Judith Reisman a démontré à quel point Kinsey a fait des études qui n'étaient pas scientifiques, hein, tout simplement parce qu'elles étaient fondées, déjà ces chercheurs c'était des déviants sexuels avérés et des psychopathes incarcérés, donc voilà. Et il a fait des recherches entre guillemets en exploitant sexuellement 1475 nourrissons et garçons pour, par exemple, créer son livre Le comportement sexuel de l'homme. Et il était persuadé que les nourrissons avaient des orgasmes. Donc voilà, donc on a cette infiltration à tous les étages qui est très problématique. Dites-nous, Ariane Bilran, vous éditez votre livre à compte d'auteur, pour quelle raison exactement ? J'avais envie d'être intégralement indépendante pour plusieurs raisons. D'abord parce que chez les éditeurs on n'est pas totalement indépendant. J'en ai déjà fait les frais à plusieurs reprises et je n'avais absolument pas envie qu'on retouche quoi que ce soit de mon livre. J'avais envie d'avoir une maîtrise pleine et entière. Ensuite, j'avais envie de pouvoir, et heureusement que ça a été le cas, pouvoir faire des rééditions assez rapidement, parce que pourquoi on en est à une 4e édition, au-delà des ajouts que j'ai pu faire, c'est que très curieusement, tous les liens que j'avais mis pour prouver en fait mes déclarations, tous les liens internet, ont été soit supprimés, soit masqués avec des codes d'accès secrets. Absolument tous. J'ai dû tout refaire. Donc ça aussi, c'est quand même très questionnant, hein. On peut quand même se poser de nombreuses questions. Donc ça m'a pris tout un travail de refonte. C'est surtout, voilà, essentiellement pour des raisons de totale indépendance. Et le troisième point, c'était que je voulais aussi qu'il puisse y avoir une diffusion internationale. Or, le livre, une fois que l'auteur a donné ses droits,
à l'éditeur, c'est l'éditeur qui décide en fait. Alors là, alors que là, en réalité, donc certes, l'édition papier, elle est sur Amazon parce que j'ai pas d'autre option en vivant à 10 000 km de l'Europe. Mais pour les gens qui ne veulent pas par Amazon, j'ai mis en place une édition numérique sur mon site. Donc ça veut dire que c'est du direct, il n'y a pas d'intermédiaire, je n'ai pas d'interférence entre ce que j'ai envie de dire et ce que le lecteur recevra. Ça me paraissait extrêmement important, cette indépendance sur ce livre. Voilà. Merci. Alors vous évoquez dans votre essai l'apologie de la pédophilie qui accourt de manière décomplexée dans des publications telles que Le Monde ou encore Libération par la publication de pétitions contre la majorité sexuelle notamment. Les lobbies pédophiles ont-ils actuellement encore pignon sur rue ? Il semble que la confusion soit volontairement diffusée entre homosexualité et pédophilie par ces milieux pédophiles justement. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, donc cette infiltration, je reviens un tout petit peu à Kinsey et son équipe, c'est-à-dire qu'on a eu Rockefeller qui a financé en fait l'équipe de Kinsey à l'université de l'Indiana. Et cette équipe a créé CIECUS qui en fait c'est Sexuality Information and Education Council of the United States, c'est-à-dire une espèce d'organe de pédagogie sexuelle visant à modifier les représentations des Américains et des enfants sur la sexualité avec une vision très invasive, en fait très agressive pour enseigner une pédagogie sexuelle. Et donc on a par exemple Mary Calderon qui a été l'ancienne présidente et cofondatrice de l'organisation CIECUS et en même temps a été, je crois, médecin auprès du planning familial. On va voir parce que c'est important parce que le planning familial ne reconnaît pas d'âge limite pour le consentement sexuel. Donc ça, c'est quand même très important. Et par exemple, elle disait que l'objectif principal de CIECUS, c'était, je cite, de façon très large et profonde, la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants. Alors pourquoi je parle de CIECUS ? Parce que CIECUS, c'est une des deux mamelles de référence scientifique de l'OMS dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Et l'autre référence dite scientifique de l'OMS, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de psychologue pour enfants, il n'y a pas de pédiatre, il n'y a pas de psychiatre pour enfants, c'est SENSOA qui est un centre flamand d'expertise sur la santé sexuelle avec le motif de lutte contre le sida en particulier. Vous voyez quand même qu'il y a un vrai problème scientifique pour le coup, parce qu'il me semble que avant de parler sexualité aux enfants, il serait quand même important de connaître un petit peu la psychologie de l'enfant. Or, on a affaire à des sexologues qui projettent en fait sur l'enfant leur propre vision d'une sexualité adulte. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et j'aimerais vraiment rappeler ici, parce que je ne l'ai pas encore fait jusqu'à présent, qu'on ne peut pas s'appuyer sur Freud pour parler d'une sexualité infantile, parce que d'abord, et ça je l'avais déjà dit, Freud explique bien qu'il ne faut surtout pas parler de sexualité aux enfants, parce que, et les éducateurs le savent, il le dit lui-même, parce que l'enfant deviendrait inéducable s'il était initié à la sexualité par les adultes. Et je vais reprendre quand même un petit passage dans ses lettres à Fliss. Vous savez que Freud a beaucoup travaillé la question des abus sexuels infantiles, en fait, avant de se rétracter sous la pression et la menace, à mon avis. Il évoque, je vais lire ce passage parce que je crois que c'est important de dire qu'on ne peut pas se réclamer de Freud pour une éducation à la sexualité. Donc on se réclame de qui ? De Kinsey, c'est-à-dire d'un psychopathe qui vouait une adoration à Aleister Crowley, un magicien noir, et qui en même temps avait des relations avec un nazi, Franz Balusek, qui a violé des tas de petits-enfants. Donc c'est important quand même de remettre le contexte de quelles sont les références scientifiques sur lesquelles s'appuie l'OMS. Et donc Freud dit que la condition pour qu'apparaisse la psychose semble être que l'abus sexuel ait lieu avant la première échéance intellectuelle, donc avant l'achèvement de l'appareil psychique dans sa première forme, avant 1 an et 3 mois à 1 an et demi. Il se peut même que l'abus remonte si loin que derrière les expériences vécues ultérieurement se cachent encore ces expériences auxquelles il est possible de recourir de temps en temps. Ça veut dire que quand même,
Freud a mis le doigt sur quelque chose où évidemment c'est interdit d'en parler. Il y a eu beaucoup de psychanalystes ensuite qui ont repris cette question-là, mais on voit une infiltration pédophile, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la pédophilie? C'est tout simplement de sexualiser l'enfant. L'enfant n'est pas en maturité d'avoir et d'expérimenter une quelconque sexualité au niveau psychique et au niveau physique. Et ça, c'est très important. Alors, la confusion avec l'homosexualité, ça, elle est très claire. Alors, Kinsey, je pense que c'est une confusion de pervers. Hein. Kinsey la faisait déjà, hein, cette confusion. On a aussi la NAMB là, dans l'historique de l'infiltration de la LGBT, qui donc cette association de pédophiles aimant les petits garçons qui infiltraient la LGBT. Maintenant, on voit quand même une confusion très générale en analysant entre voilà, tout le mouvement transgenre, la sexualisation et l'érotisation du corps de l'enfant, qui est quand même, au nom des droits, qui est quand même très, très problématique. Et on a une autre chose, c'est tout simplement, vous savez, la fameuse lutte contre les discriminations. Alors moi, je vais vous donner la définition de la discrimination par UNAIDS, parce que c'est important que tout le monde sache contre quoi, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On entend par discrimination tout acte ou comportement ayant pour but ou pour effet de compromettre la jouissance par tous les individus. C'est-à-dire qu'on discrimine si on empêche la jouissance. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que le pédophile, on va lui empêcher sa jouissance, donc on va le discriminer. Ça, c'est une définition officielle que je mets dans mon livre. Donc, on voit bien l'ampleur du problème. C'est-à-dire que derrière de la pseudo-prévention, en réalité, on a une réelle infiltration non scientifique de lobbies extrêmement délétères pour le développement psychique des enfants. Et ça passe par les instances du pouvoir. Et j'ai souvent des parents qui me contactent après avoir lu mon livre ou vu mes vidéos et qui me disent, écoutez, nous, on comprenait pas parce qu'on avait été incités à parler sexualité, etc. Tôt avec nos enfants et on voyait bien que ça les rendait pas très bien. Et quand on a vu votre livre et qu'on l'a lu, qu'on a vu vos vidéos, on a compris qu'on faisait fausse route et qu'on était instrumentalisé. Et ça me paraît très important. Ariane Bilran, peut-être pourriez-vous évoquer maintenant pour nos auditeurs les réels besoins en prévention de nos enfants et adolescents concernant la sexualité, afin de nous permettre de mieux comprendre ce que ces personnes-là proposent, qui n'est peut-être vraiment pas adapté. Oui, tout à fait. Alors je pense que il est absolument impératif de faire de la prévention. Mais je dirais, comme toute prévention au risque, c'est-à-dire prévention, il n'y a pas que la sexualité, il peut y avoir la drogue, il peut y avoir l'alcool, les mauvaises fréquentations qui peuvent entraîner à des actes délictueux, etc., etc. Donc, quelle est l'essence de la prévention ? La première chose, la prévention, c'est de contenir et limiter dans le sens où l'enfant doit savoir qu'il est protégé par ses parents, que s'il a le moindre questionnement, il peut venir en parler, donc rester quand même très ouvert au questionnement et pouvoir répondre aux questions. Et ça laisse aussi à l'enfant sa propre maturité, son propre développement psychique, et en même temps, il va falloir effectivement, au moment normalement où je vais distinguer plusieurs âges. Pour la petite enfance, il me paraît extrêmement important de faire de la prévention par rapport aux limites entre soi et l'autre, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc effectivement, tout ce qui est exhibitionnisme, tout ce qui est prévention de la pédophilie, il est très important de pouvoir en parler avec l'enfant. La question de la pudeur également, c'est-à-dire la pudeur de lui-même, parce que dans quel cadre il doit être pudique, etc., me semble extrêmement important. Et en fait, de baliser à peu près tous les risques auxquels il pourrait être confronté, en protégeant sa vie psychique, c'est-à-dire il n'est pas en mesure, par exemple, de voir de la pornographie, donc c'est très important, de l'en préserver. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure, parce que pourquoi je prends cet exemple. Ensuite, il faut donc respecter le déroulement des âges, et on va dire l'entrée dans l'adolescence. Il est important de pouvoir parler informer les filles, par exemple, des règles, pouvoir
qu'elle ne se retrouve pas, je dirais, en angoisse en trouvant du sang dans la culotte, tout simplement, par exemple, comme ça arrive. Prévenir également de la question des grossesses, de la question des maladies sexuellement transmissibles, et également, je dirais même psychiquement, de l'importance de ne pas avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. Donc la question de se respecter et de pouvoir respecter l'autre, mais aussi de l'importance, en fait, tout simplement, de la sexualité quand on y met des émotions. Je crois que ce n'est pas un acte banal comme on peut nous le faire entendre aujourd'hui. Alors, en gros, prévenir, c'est-à-dire rappeler quel est ce qu'on n'a pas le droit de faire, en fait, sur l'enfant, et également ce que lui n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit d'aller tirer la culotte de sa petite camarade, par exemple. Mais normalement, un enfant qui n'a pas été initié n'en a pas non plus énormément le désir, parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui des abus sexuels dans les écoles, en bas âge, etc. L'enfant, il fonctionne par imitation, donc il va reproduire ce qu'il a vu. Donc la question, c'est où est-ce qu'il a vu ça ? Voilà. Et je rappelle aussi que la prévention, c'est ne pas laisser, on va dire, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs en libre accès, voilà. Donc c'est donner les outils à l'enfant pour faire face au danger. Ça, c'est très important. Et ça, dans l'actuelle éducation sexuelle, il y a des modules de ça. Donc attention, je dis simplement que ces modules servent de prétexte à tout le reste. Et tout le reste, qu'est-ce que c'est ? On va prendre des exemples, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire au lieu de préserver l'enfant de la sexualité adulte qui n'est pas en mesure à ce stade de gérer, tout simplement, et il doit absolument en être préservé pour son développement psychique, jusqu'à l'adolescence où il va être dans une initiation, il va y avoir la puberté, il va y avoir d'autres choses, il va être en maturation à l'adolescence. Avant, il faut l'en préserver. Tout ce qui est standard pour l'éducation sexuelle en Europe et dans l'éducation sexuelle elle-même, il y a la question, je vais citer, de développer le potentiel sexuel de l'enfant. Et on va y parler d'éducation sexuelle interactive, holistique, qui commence dès la naissance, qui serait multidisciplinaire, donc c'est n'importe quelle discipline. Et il y a une matrice dans laquelle il y a des enseignements. Alors on nous dit c'est pas obligatoire, sauf que le ministère de la Santé, il se fonde sur ça. Et c'est le document de référence de l'OMS pour l'Europe. Alors par exemple, il est question d'enseigner à 6 ans les relations sexuelles avec pénétration. Il est question bien avant d'enseigner le genre et la masturbation. Il est question d'enseigner au plaisir et à la satisfaction, les toucher de son propre corps, à masturbation enfantine précoce entre 0 et 4 ans. Il est question de bypasser bien évidemment toute l'autorité parentale. Entre 4 et 6 ans, enseignement, les sensations liées à la sexualité, proximité, plaisir, excitation. Donc, vous voyez bien que là, c'est pas du tout de la prévention, c'est-à-dire protéger l'enfant de quelque chose, d'une effraction sexuelle qu'il ne pourrait pas gérer, mais c'est au contraire une incitation à une sexualité, avec les adultes. En plus, parce qu'il est question que l'enseignant soit partenaire dans l'enseignement à la sexualité. Et ce terme partenaire, il vient de Kinsey, qui considérait que l'adulte était partenaire de l'enfant. Et pour finir, pour les 15 ans et plus, on va notamment enseigner, je cite, tout ça c'est écrit, les relations sexuelles de nature transactionnelle, prostitution, mais aussi sexe en échange de petits cadeaux, repas, sorties, petites sommes d'argent, la pornographie. Et donc, tout ceci rejoint en fait une problématique qui est d'effraction de l'enfant, effraction traumatique de l'enfant. Il y a des supports aussi pédagogiques, des livres qui sont très tendancieux et qui maintenant se retrouvent dans les écoles, puisque j'ai des enseignants eux-mêmes qui me les font passer, qui me disent on a trouvé ça à la bibliothèque, etc. J'avais noté que même à la MGEN, donc la mutuelle des enseignants, dans une revue, ils faisaient la promotion de livres, initiant sexuellement les enfants. Je crois qu'il faut vraiment distinguer la prévention, c'est-à-dire avertir sur les risques, de l'initiation sexuelle des enfants. Et là, toute cette éducation sexuelle, dont le terme, encore une fois, a été créé par l'équipe de Kinsey, et donc laisse
place à beaucoup de confusion parce que si on parlait de prévention des risques, on n'aurait pas la même posture que l'éducation à la sexualité, puisque l'éducation musicale, c'est pour faire de la musique, l'éducation à la sexualité, c'est pour faire de la sexualité. Hein. Et voilà, donc on a ces dérives, encore une fois, avec l'Institut Kinsey, qui est reconnu à l'ONU, Siecus et Sensoa comme promoteurs actuels reconnus dans les institutions. Hein. Je rappelle quand même que le Time Magazine en 1980 a conclu que Siecus, donc ce fameux organe de pédagogie sexuelle mondiale, qui est à l'origine de la création et œuvre dans la création de ces programmes, fait partie d'un lobby universitaire pro-inceste. C'est le Time Magazine qui l'a dit. Et donc, on a tout mélangé. Si vous voulez, la question de la perversion, c'est de tout mélanger. Alors, on vous dira, mais attention, il y a des modules de prévention pour l'enfant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais si c'est mélangé à côté avec quelque chose d'effractif, moi, je donne cette image que c'est comme si on avait mis des gouttes de poison dans du lait. Donc, on va donner du lait à boire à l'enfant, mais avec des gouttes de poison. Donc, il y a aussi la question de qui forme ces personnes. Est-ce que ce sont des psychologues pour enfants? Est-ce que non? Éducateur sexuel, vous pouvez faire 3 jours de formation, vous êtes éducateur sexuel. Il y a tout un groupe de militants qui ont vérifié en France, ils ont appelé pour savoir s'il fallait une formation spécifique ou s'ils demandaient le casier judiciaire, non. Donc n'importe qui peut rentrer. Je rappelle que le planning familial rentre dans les écoles pour faire l'éducation à la sexualité. Donc là, sur leur site, avec un don de 100 €, ils peuvent intervenir. Et que la sexualité qu'ils prônent, l'éducation à la sexualité qu'ils prônent, c'est celle de Kinsey, de la Déclaration des droits sexuels. Également, ces droits sexuels sont financés amplement par Bill Gates. C'est quand même important de le savoir. Donc, le planning familial, dont je répète qu'il ne reconnaît pas d'âge, de base pour le consentement à la sexualité. Donc ça veut dire que n'importe quel enfant donc pourrait avoir un consentement à une sexualité. Je trouve ça extrêmement problématique. Pouvez-vous nous parler maintenant de ce qu'est l'éducation au consentement ? Eh bien, c'est une hérésie. C'est une hérésie parce que, en fait, l'enfant n'est pas en capacité, de par son statut d'enfant, d'avoir un consentement. Donc, c'est précisément la raison pour laquelle, a priori, il n'a pas le droit de vote, a priori, il n'est pas en mesure de conduire sa voiture, ni de prendre des décisions éclairées pour lui-même, parce que c'est précisément l'éducation qui va l'aider à établir petit à petit une capacité à différer ses propres pulsions d'immédiateté, à introduire du raisonnement et à pouvoir donc être une fois adulte en capacité d'un consentement éclairé, d'un esprit critique suffisant pour établir son autonomie, c'est-à-dire les lois qu'il va se fixer à lui-même. Alors, parler de consentement sexuel pour un enfant, c'est une hérésie. Et donc, éduquer au consentement chez l'enfant, c'est donc imaginer que l'enfant pourrait donc avoir la disposition d'esprit suffisante et la maturité suffisante pour dire oui ou non à un acte sexuel. Alors tout ceci nous ramène, les gens normaux entre guillemets vont bondir en m'entendant et en disant effectivement mais attendez, il y a une majorité sexuelle, etc. Oui, ça c'est du papier théorique pour la loi. Néanmoins, quand je parle d'infiltration idéologique dans les États, je vais prendre le principe 7, par exemple, la Déclaration des droits sexuels, reprise par l'OMS. Comme pour les autres droits humains, les États ont l'obligation de respecter, protéger, satisfaire les droits sexuels de tous. C'est-à-dire, vous voyez, l'éducation sexuelle est dans les droits sexuels. Donc, ça veut dire qu'on a une instance supranationale qui vient faire ingérence dans les États pour obliger à respecter les droits sexuels et elle fonctionne par infiltration idéologique au travers de l'éducation sexuelle à la sauce Kinsey, des standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Et je vais vous citer une autre obligation de la Déclaration des droits sexuels, comme ça les gens seront bien au parfum. L'obligation de respect requiert des États qu'ils s'abstiennent de toute ingérence directe ou indirecte dans la jouissance de droits particuliers, soit dans le cas présent des droits sexuels. Donc c'est très clair, puisqu'il n'y a aucune mention nulle part du terme pédophile,
Eh bien, c'est très clair, c'est-à-dire que les États n'ont pas pouvoir faire de l'ingérence dans la jouissance des pédophiles. Et donc, toute cette arnaque de l'éducation au consentement, elle est fondée sur ça, c'est-à-dire sur une confusion. Une fois, donc, on va dire, l'enfant, une fois qu'il a acquis la connaissance de ce que c'est un acte sexuel, bon, ben, tu es consentant ou tu n'es pas consentant, sauf qu'il n'est pas en capacité d'un déni d'enfance, il n'est pas en capacité d'avoir un consentement. Et d'autre part, on a dans ces lobbies pédophiles, c'est très important de le voir, une confusion, encore une fois, entre ce qu'ils appelleraient pédophilie, qui serait avec violence, contrainte, voilà, on attache pieds et poings liés l'enfant, etc., et un autre type, alors là qui serait beaucoup plus acceptable, hein, bien sûr, de relation entre guillemets d'amour entre l'adulte et l'enfant. Et je vais reprendre quelque chose que j'avais mis dans une vidéo sur YouTube, consentement sexuel et enfant, le paradoxe pervers, une citation de Serge Effès, un psychiatre psychanalyste, qui dit que par exemple la pédophilie peut être douce au cas où l'enfant séduise l'adulte, auquel cas le viol pédophile lui ferait du bien. Donc vous voyez qu'on a quand même une infiltration à beaucoup d'étages. L'enfant ne séduit pas l'adulte. Cette question a été résolue dans les années 20-30 par psychanalyste Ferenczi, qui avait bien expliqué que quand l'adulte estime que l'enfant le séduit, c'est que surtout l'adulte c'est un pervers, hein, qui projette que l'enfant a des désirs sexuels envers lui, alors que l'enfant a un appel de tendresse, hein, envers l'adulte et de protection. Donc, cette infiltration idéologique, elle est très retorse parce que elle se fait maintenant dès le plus jeune âge par l'éducation sexuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les parents n'auront plus la mainmise de ce qui s'est dit à l'école, encore une fois via les intrusions du ministère de la Santé. Hein, ce ne sont pas des enseignants normaux. Un enseignant normal, il n'a pas ni l'idée ni le désir de faire ça. Hein. Donc voilà, d'être dans la prévention, oui. Maintenant, d'aller parler de détails sexuels, ou encore une fois, comme j'avais entendu sur une émission à France Inter, de viol à des enfants de 6 ans, un enseignant normal, il n'est pas du tout dans cette voilà, état d'esprit-là. Et je voudrais rajouter, si je peux, quand même un point très important, la question du genre, hein, qui est abordée dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe très tôt, hein, les identités de genre à 4 ans. Donc à 4 ans, on rappelle qu'un enfant ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ne sait a priori pas compter, donc il n'a pas les outils pour exercer son esprit critique. Et on va lui donner un enseignement sur la masturbation infantile à 4 ans, dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, et sur les identités de genre. Et on peut aussi rajouter en plus qu'à 4 ans, il y a des étapes en fait, hein, très importantes chez l'enfant. Et en fait, quand je lisais tout ce programme, je me disais mais il faut exactement l'inverse de ce que doit faire la psychologie de l'enfant. Donc finalement, quelque part, ils connaissent très bien la psychologie de l'enfant. Le genre, c'est quand même un concept très tendancieux qui a été créé, c'est important de revenir à l'origine, hein, encore une fois, parce qu'on sait, voilà, par John Monnet de l'équipe de Kinsey. John Monnet, qui était un pionnier du changement de sexe par la chirurgie chez les jeunes enfants, il a édité une revue Sexologie, mais surtout, il a prôné la pédophilie dans Journal of Pedophilia en septembre 1987. Donc, quels sont ces personnes ou ces idéologues dont nous faisons la promotion et que nous enseignons et que finalement dans l'enseignement duquel beaucoup sont piégés. Donc tout ça est extrêmement très 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 problématique. Je vais prendre un dernier exemple. Patrick Doucet, un enseignant en psychologie, cité dans la revue Sciences Humaines. Alors enseignant en psychologie, donc pas psychologue déjà, et pas psychologue pour enfants. Il a écrit un livre qui s'appelle La vie sexuelle des enfants, donc dans lequel il ne cite que du Kinsey, hein, des observations d'une fillette de 3 ans qui serait en train de se masturber. Donc on voit bien encore une fois des projections extrêmement intenses de la part de l'observateur. Et surtout, il dédicace son livre, accrochez-vous, pour Sarah, qui à 18 mois préférait parfois mettre la main dans sa couche plutôt que le doigt dans son nez. La vie sexuelle des enfants.
Voilà. Donc je laisse les gens maintenant juger de ces idéologies non scientifiques, encore une fois, et tout à fait délétères du point de vue de la vie psychique de l'enfant, qui n'ont jamais été cautionnées par Freud, pour le coup, s'il ramène à la psychanalyse notamment, puisque c'est toujours l'excuse invoquée. Il n'y a pas de sexualité infantile, il y a une vie psychique avec toute une construction de la vie psychique, mais c'est très important de respecter toutes les étapes en fait et le rythme de l'enfant. Et maintenant, on en arrive à des discours pervers comme j'ai pu entendre dans des émissions télévisées, que puisque nous ne sommes plus en capacité de protéger nos enfants, par exemple, du déferlement pornographique. Alors je vais rappeler aussi que la pornographie est en grande partie liée à la pédopornographie, que Judith Reisman a gagné son procès contre Playboy pour la diffusion de 6000 images pédopornographiques. Donc Playboy était la main dans la pédopornographie. C'est très important puisque ce sont des marchés en fait à conquérir, c'est une histoire d'argent. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Cette question d'éduquer, alors pour éviter qu'ils soient trop choqués par la pornographie, dont nous ne savons plus les protéger, nous allons les éduquer à la pornographie. J'ai entendu ce genre de discours. Nous sommes dans la perversion la plus totale. Voilà. Au niveau des effractions traumatiques sur la vie psychique des enfants. Et ça va avoir pour conséquence que de plus en plus des enfants vont s'agresser entre eux, vont imiter ce qu'ils voient et vont être absolument traumatisés, sans parler des manipulations également pour les changements de sexe dont vous avez vu qu'elles commencent très très tôt avant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et des mathématiques. Voilà. Un grand merci à vous, Ariane Bilran. Je rappelle le titre de votre livre, L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. On peut se le procurer notamment sur votre site internet arianebilran.com et on peut trouver aussi des vidéos sur votre chaîne YouTube à votre nom, Ariane Bilran, avec des interviews sur les entre guillemets, droits sexuels. Un grand merci à vous pour ces éclaircissements.